En cette fin de XVIIIe, les maîtres intellectuels de ce siècle, les Lumières, s'apprêtent à voir leurs idées renverser définitivement l'ordre en place depuis la chute de l'Empire romain d'Occident. Cet élan de l'histoire est désormais inarrêtable et commence à quitter les salons qui l'ont nourri, tels leurs enfants, pour qu'arrivés à maturité, ils descendent battre les rues de Paris, se répandent en Europe, puis s'imposent au monde. La civilisation moderne sera celle du libéralisme, de la rationalisation, de la mécanisation et du précapitalisme. Alors même que les Lumières se préparent à prendre définitivement corps politiquement, une contestation s'élève déjà au sein de l'humanité. Les cinglants discours de 1750 et de 1755 du Genevois Jean-Jacques Rousseau éclaboussent le monde intellectuel de sa passion, du refus de l'idéal des Lumières et de sa nostalgie d'une société plus proche de la nature. À la même période, naît Thomas Chatterton, futur poète anglais qui fera paraître vers ses 16 ans des poèmes écrits dans un style antique. Ne réussissant pas à faire fortune à Londres après plusieurs jours sans manger, Chatterton s'empoisonne en 1770 à l'arsenic, dans la mansarde qu'il habitait. Il n'avait que 17 ans. Les thèmes des œuvres du jeune poète maudit ont aussi une naissance parallèle en Allemagne. Celle-ci, morcelée en de multiples administrations, habite des philosophes et des poètes eux-mêmes philosophes, isolés, poussés à développer leurs passions intérieures et leur propre sensibilité par l'absence de véritable centralisation artistique en une ville comme Paris l'est pour la France des Lumières. De ces hommes, malgré le poids de l'histoire en marche, naîtra une vision du monde opposée à la conscience claire des esprits du moment. Une vision lyrique, faite d'une nostalgie multiforme, où l'œuvre est pour l'artiste l'instrument de son salut. Une tentative de retrouver des trésors oubliés par la modernité, de reprendre un paradis perdu, un nouveau mouvement est né, fait de rêveries, de mythes, d'émotions, d'artistes philosophes et d'ambitions périlleuses. Le romantisme veut s'imposer face à ce nouvel ordre hostile, mis en place par les nouveaux dirigeants pétris des idées des Lumières. Cette opposition prendra, après la chute de Napoléon, une tournure particulièrement politique. La littérature est partagée d'abord en plusieurs zones, mais nos grands hommes sont divisés en deux camps. Les royalistes sont romantiques, les libéraux sont classiques. La divergence des opinions littéraires se joint à la divergence des opinions politiques, et il s'ensuit une guerre à toute arme, encre à torrent, bons mots à faire aiguiser, calomnie pointue, sobriquet à outrance, entre les gloires naissantes et les gloires déchues. Par une singulière bizarrerie, les royalistes romantiques demandent la liberté littéraire et la révocation des lois, qui donnent des formes convenues à notre littérature, tandis que les libéraux veulent maintenir les unités, l'allure de l'alexandrin et le thème classique. Les opinions littéraires sont donc en désaccord dans chaque camp avec les opinions politiques. Si vous êtes éclectique, vous n'aurez personne pour vous. En Allemagne, après les émergences romanesques de Goethe et Schiller, entre autres, la vision qu'est le romantisme se prolonge dans l'univers pictural. Caspar Friedrich représente une des grandes figures allemandes du début du romantisme. Il fascine par ses paysages à la croisée entre réel et fantastique. On y voit des hommes faire face à l'immensité de la nature, à la fois présents et minuscules. L'essor du romantisme saisira ensuite la Grande-Bretagne. Les œuvres de Thomas Chatterton sont recueillies en 1803, ce qui a pour conséquence de faire naître l'idéal du poète maudit, définissant l'artiste romantique par la suite. Le poète William Cowper est quant à lui considéré comme le précurseur de la poésie romantique. Particulièrement apprécié par Jane Austen, on trouve dans ses œuvres des scènes de vie quotidienne des campagnes anglaises. L'art pictural de ce pays ne sera pas non plus en reste. Des artistes comme Fuseli, Blake, Constable ou Turner offrirent à la littérature anglaise une renommée et un univers unique. S'inspirant de paysages de mer déchaînés, jouant avec les couleurs et les forces déployées par la nature. Enfin, la France, touchée à cette époque par le mal du siècle, se saisit de ce mouvement pour représenter le désenchantement d'une génération au lendemain de la chute de l'Empire. Elle deviendra même l'un des grands foyers de ce courant. Victor Hugo ou Chateaubriand en littérature, Delacroix, Géricault ou Delaroche en peinture en seront les artisans les plus célèbres. Le journal du peintre Eugène Delacroix nous offre de nombreuses indications sur l'évolution de la peinture durant le XIXe siècle. Il fut un des artistes les plus impliqués dans ce mouvement et n'hésitera pas, tout comme Turner, à mener de nombreuses expérimentations. Bien que ce mouvement soit difficilement définissable par une seule caractéristique commune à tous ces artistes, il est tout de même possible d'extirper une volonté commune, s'opposer aux Lumières et au néoclassicisme martelé par les académies, s'opposer à la standardisation des hommes et des croyances. Pour cela,
les artistes brisent leurs chaînes et cessent de répondre aux normes imposées. Ils commencent à rechercher différents effets picturaux, acceptent de percevoir la touche du peintre sur la toile, les marques des outils sur les œuvres. Ils iront même jusqu'à cesser de représenter en forme nette le sujet à imiter. Pour le reproduire fidèlement, ils portent autant d'attention à sa forme qu'à son aura. Est-il chaud ou froid? Inspire-t-il de la joie, de la mélancolie, de la force ou de la douceur? Le questionnement de l'impact de la représentation prend une forme plus commune, plus simple. Fini la peinture d'histoire. Il faut rendre un instant palpable. Les artistes sont en permanence à la recherche d'une grâce dans le grandiose, la maladie, l'éternité. En musique aussi, le monde découvre la liberté. Jaillissent alors des portées, le sentiment, la couleur, la puissance. Une innovation va notamment permettre de donner à la musique un caractère plus saisissant. Le pianoforte qui vient remplacer le clavecin. Les compositeurs s'adonnent à développer leur style individuel et l'on voit apparaître des grands noms de la musique comme Wagner, Schumann ou Chopin. À l'origine de la musique romantique se trouve Beethoven qui, à la fin de sa vie, donnera un bel exemple de l'expression du sentiment. Sentiment, émotions qui d'ailleurs deviennent à la mode, prennent une grande importance dans la vie sociale. Cette tendance se traduit notamment par l'apparition de la musique de chambre, permettant aux musiciens de faire vivre toutes les confessions qu'offre un morceau en comité restreint. Le romantisme est très marqué par les poèmes gaéliques d'Ossian, œuvres celtes qui, selon Macpherson, furent écrites par Ossian, prétendu barde du IIIe siècle, fils de Fingal. C'était en réalité Macpherson lui-même qui les avait rédigés, aidé de poèmes celtes qu'il arrangea et compléta pour en créer une épopée. Les Britanniques s'opposèrent à la publication de ces œuvres et s'employèrent à prouver leur non-authenticité. En effet, cette nation souhaitait se définir d'origine romaine, et l'affiliation à une civilisation celte leur déplaisait fortement. Ailleurs en Europe, c'est plutôt un enthousiasme profond qui accueillit l'œuvre du professeur écossais, malgré son authenticité douteuse. Ces poèmes prirent une grande importance en Europe, et notamment en France. Napoléon fut particulièrement amateur de ces poèmes, qui selon lui redonnaient de la vigueur au roman national. De nombreux tableaux et écrits furent inspirés des aventures du jeune barde celte. On le retrouve dans les œuvres d'Ingres, de Girodet, ou encore dans les mains du jeune Werther de Goethe. Un climat ossianesque, nébuleux, nocturne et mélancolique se répand sur les territoires conquis par ce mouvement. Nous voyons naître de nombreux thèmes propices à la déconstruction, de l'espace plastique, mais aussi de l'âge classique. C'est dorénavant la technique qui guidera nos artistes. Edmund Burke participa au développement de la vision esthétique de cette époque avec son ouvrage « Recherche philosophique sur l'origine de nos idées du sublime et du beau ». Il y développe ce qui, selon lui, nous influe dans notre vision du sublime, du beau. Par exemple, nous ne recherchons pas la vérité. Le sublime résulte souvent de la négativité. La tranquillité mêlée d'horreur. Toujours d'après lui, il n'est pas dû à la réflexion, mais l'effusion, l'élan, le transport. Loin de résulter de nos raisonnements, il les anticipe et nous enlève dans une force irréversible. Nous avons très peu de peine à le croire face à des œuvres comme celles de Goya ou de Géricault. Il sera aussi à l'origine de la prolifération de l'image du cheval, comme idéogramme d'énergie, mais aussi comme support de transmission des émotions. Si le néoclassicisme rejetait toute pulsion de créer, peignant de la façon la plus nette et la plus juste, offrant parfois des scènes de mouvements paralysés, figés, lissés, le romantisme, lui, prône l'assemblage, la confrontation de différents éléments au sein d'une même œuvre. Il veut l'impulsion, il veut l'émotion. Se développera même, pour libérer la créativité des artistes, la technique de la tache en peinture. Le peintre crée une tache sur une feuille, et à partir de celle-ci compose un paysage ou une scène de vie, en cédant des réserves et des aplats de couleurs. Les scènes d'architecture n'ont plus du tout le même but que chez leurs prédécesseurs. Les églises gothiques, parfois imaginaires, parfois en ruine, nous interpellent en ce qu'elles ont de mystérieux, de cryptique, de grandiose. Les scènes de ruines se multiplient particulièrement. Elles rentrent dans une nouvelle méthode, représenter non plus l'action, mais sa conséquence, son résultat. Ainsi, le spectateur est appelé à imaginer ce qui a pu causer cette destruction, cet abandon. Cette ambiance de désespoir et de mélancolie s'abattant sur le monde est aussi due à la découverte du tout qui nous gouverne, de la mécanique newtonienne. L'humanité devient absurde. La finitude de l'homme rend le monde plein d'angoisse. De plus en plus d'œuvres macabres habitent les salons de peinture à partir de 1775. Mais les découvertes de Newton ne feront pas que terrifier nos chers artistes.
Ils les inspireront pour la création d'œuvres telles que le Cénotaphe de Newton, d'Étienne Louis Boullée, simulant un ciel étoilé à l'aide de percées dans la sphère, et qui inspira la composition des décors de la Flûte enchantée de Mozart, mise en scène par Karl Friedrich Schinkel en 1816. L'architecte Claude-Nicolas Ledoux s'inscrira dans la même esthétique en proposant le cimetière de Chaux pour sa ville idéale. Si le monde des arts est troublé entre 1780 et 1850, il n'est pas le seul, car c'est à ce moment que se déroulera une révolution industrielle sans précédent. Elle va scinder en deux le monde artistique, et notamment en peinture. D'un côté, nous trouverons les peintres anglais, fascinés par ces nouveautés. Ils peindront une cinquantaine de tableaux topographiques ou pittoresques. Philippe Jacques de Loutherbourg, William Turner, Paul Sandy, entre autres, traitent des thèmes empruntés à l'industrie. De l'autre côté, nous retrouverons les peintres continentaux, en totale opposition. Pour donner l'idée générale des peintres sur ces nouvelles représentations, je vous citerai cette exclamation de Delacroix. Consternant d'aligner sur tes espaces considérables des morceaux de fer, voie expéditive qui rapproche les lieux et ménage le temps. Les bateaux à vapeurs anglais dont la forme est si mesquine. Grande indignation contre ces races qui ne connaissent plus qu'une chose, aller vite. Qu'elles aillent donc au diable, et plus vite encore, avec leurs machines et tout leur perfectionnement qui font de l'homme une autre machine. Et M. Gautier de renchérir, tout est si bien réglé, si bien engrainé, si bien étiqueté, que le hasard n'est plus possible. Encore un siècle de perfectionnement, et chacun pourra prévoir à partir du jour de sa naissance ce qui lui arrivera jusqu'au jour de sa mort. Que penserait-il s'il nous revenait aujourd'hui ? L'invention de la photographie en 1827 plongea le monde de la représentation dans un profond désarroi. Puisque la photographie nous donne toutes les garanties désirables d'exactitude, l'art, c'est la photographie, nous dit Baudelaire. Dans l'esprit de tous, la peinture, procédé imparfait en ce qu'il est soumis à la subjectivité de l'artiste, n'a plus qu'à disparaître. La photographie se diffuse dans le monde par le daguerréotype. La société souhaite dorénavant se faire représenter de manière fidèle. La subjectivité de l'artiste est remplacée par la précision mécanique. Se répandent alors de nombreuses machines comme la caméra obscura de De Vinci et le physionotras de Chrétien. De grandes figures telles que Napoléon, Marat, Saint-Just ou encore Louis XVIII se firent représenter grâce à cette dernière méthode, mais toute la bourgeoisie s'arracha aussi le droit d'en posséder. On veut des représentations plus vraies que de nature, quitte à en avoir peur. Monsieur d'Autendey, un ancien photographe, nous rapporte même les réactions que suscitèrent les premiers clichés de Daguerre. On n'osait pas au début regarder longtemps les images qu'il produisait. On était intimidé par la netteté de ces hommes, et l'on croyait que ces petits, ces minuscules visages de personnages fixés sur la plaque étaient eux-mêmes capables de vous voir. La peinture, alors libérée des illusions du mimétisme, peut enfin prendre un peu de bon temps dans les chemins de la liberté de créer. C'est à cet instant précis que nous entrons dans l'ère de l'interprétation. Les artistes se servent de la toile pour jouer avec l'œil du spectateur. Le vague devient en vogue. On est flatté par la promesse de quelque chose de plus, nous dira Burke, pour qui le flou et le vague sont les principaux moyens du sublime. Le romantisme en France se traduit par un mépris des artistes pour la classe bourgeoise, qui prend de l'importance grâce à cette révolution industrielle. Flaubert ira jusqu'à diviser l'histoire en trois, le paganisme, le christianisme, le muflisme. Ce dédain pour la nouvelle caste montante et l'évolution des technologies finit de rompre le lien entre eux et le public. Ajoutant à cela leur opposition avec le pouvoir, c'est une mise en crise totale du statut de l'artiste qui se déclenche. Isolé, méconnu, persécuté, voué à la misère et à la souffrance, l'artiste se réfugie dans la rhétorique du génie, la victime incomprise d'un monde qui a pourtant irrémédiablement besoin de lui pour comprendre comment il fonctionne. Le génie créateur devient un prophète, le guide des peuples appelé à ramener le monde vers son statut métaphysique. Un Prométhée mélancolique et sisyphéen, tentant vainement d'offrir un feu qui les consume à des êtres qui n'en veulent pas. Se créent alors des symboles, des êtres supérieurs parmi les êtres supérieurs. Nous évoquions tout à l'heure le poète Thomas Chatterton. Citons maintenant le peintre Géricault, mort à 34 ans et élevé, par nombre de ses contemporains, au rang de symbole christique. Le romantisme marqua le monde de l'art et l'influence encore aujourd'hui. Cette poursuite sans fin du sublime, du grandiose, cette volonté de représenter cette forme impalpable qu'est la grâce, est sans doute l'une des plus bienveillantes et complexes quêtes qu'ait menée l'artiste. Sans nul doute, avec le recul que nous offre l'histoire de l'art, nous pouvons leur accorder d'y être parfois parvenus, au travers de toiles grandioses, de musiques ensorcelantes ou de figures torturées.